Bienvenue sur Savoir-faire digital. Dans la vidéo précédente, nous avions identifié une violation claire de l'hypothèse de variance constante des résidus, ou bien hétérocédasticité, dans notre modèle initial. Pour y remédier, nous avions exploré la transformation de la variable réponse à l'aide de la méthode de Box-Cox, qui avait suggéré une valeur optimale de lambda proche de -1, nous orientant vers une transformation de type 1 sur y. Dans cette nouvelle démonstration, nous allons plus loin en construisant un deuxième modèle, noté M2, dans lequel la variable réponse sera transformée. Cependant, avant de mettre en œuvre ce modèle, nous prendrons un moment pour examiner quelques valeurs courantes de lambda utilisées dans les transformations de Box-Cox, afin d'enrichir notre compréhension des impacts possibles sur la structure du modèle. Enfin, nous comparerons les performances des deux modèles avant et après transformation pour évaluer les bénéfices réels de cette démarche. Voilà, nous avions déjà examiné la méthode de Box-Cox qui a révélé une valeur optimale de lambda proche de -0,87. Donc, la valeur de lambda était ici. Bon, on ne le voit pas sur le graphique, mais la valeur exacte a été calculée ici. -0,87, et nous avions déjà montré le code. Pour rappel, le code est là. Il suffit d'appliquer la méthode de Box-Cox d'abord, en utilisant la librairie ou bien la bibliothèque mass. Et après, nous avions commenté ce code-là, comment faire pour recevoir la valeur optimale et puis arrondir ça à 2 chiffres. Ça, nous l'avons déjà vu dans la vidéo passée. Maintenant, une fois que nous avons cette valeur-là, qui est là, on peut appliquer notre méthode avec la transformation de variables. Mais avant de faire cette transformation-là, nous allons commenter quelles sont en général les valeurs courantes de lambda. Voilà les valeurs courantes de lambda. Donc en général, ça varie entre -2 et 2. Si on prend plus ou moins les valeurs intéressantes, par exemple -2, -1, -0,5, 0, 0,5, 1 et 2. Voilà des valeurs intéressantes pour lambda. Par exemple, pour lambda égale -2, là, c'est ce qu'on appelle strong inverse transformation, ok? Donc, c'est la transformation 1 sur y2. Si lambda égale à -1, c'est le cas que nous allons utiliser pour notre transformation ici, parce qu'on avait trouvé une valeur égale à -0,87, mais on va arrondir à -1 pour simplifier notre modèle et faciliter l'interprétation. Donc, c'est la transformation, si vous voulez, inverse, ou bien réciprocale. Donc, c'est 1 sur y. Pour lambda égale à -0,5, donc ça, c'est la transformation inverse square root, ou bien 1 sur racine de y. Pour y égale à 0, c'est une transformation log. Nous allons revenir sur cette valeur spéciale, parce que normalement, si on revoit la formule initiale, donc je pense que voilà, ça c'est la formule en fait théorique, c'est y à la puissance lambda -1 sur lambda, ça c'est théoriquement la transformation qu'il faut appliquer. Et nous avions dit, pour simplifier, on peut tout simplement prendre y à la puissance lambda. Très bien. Maintenant, si on regarde cette formule-là, cela suppose que bien sûr que lambda est différent de 0. Maintenant, si lambda égale à 0, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, nous allons revenir sur le cas spécial lambda égale à 0 et voir comment la transformation y à la puissance lambda -1 sur lambda, ou bien tout simplement y à la puissance lambda, devient log de y. Donc, revenons à nos valeurs courantes. Donc, on a dit que pour 0, on a log de y, c'est une transformation log qu'il faut faire. OK? Parce que si vous voulez appliquer aussi bien la formule théorique que la formule simplifiée, ça ne marchera pas. Sur la formule théorique, c'est impossible parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Sur la formule simplifiée y à la puissance lambda, quand lambda égale à 0, si on suppose que tous les y sont positifs,
ça n'a pas de sens. Parce que quand y est positif, y à la puissance 0 sera toujours égal à 1. Donc là, vous allez avoir toutes les réponses qui sont égales à l'unité, ce qui n'a pas de sens. OK? Voilà. Voilà, mais on va revenir sur cela pour expliquer comment on passe de lambda égale à 0 à log de y. Maintenant, quand lambda égale à 0,5, c'est une transformation simple, racine carrée. Quand y égale à 1, y égale puissance 1, c'est toujours y. Donc là, il n'y a aucune transformation à faire. Donc, et dans ce cas de figure-là, bon, évidemment, si maintenant vous n'avez pas une variance constante et qu'on ne peut pas faire de transformation, cela veut dire tout simplement qu'il faudra trouver un autre moyen ou bien un autre modèle pour faire votre modélisation. Et quand y égale à 2, c'est une transformation quadratique qu'il faut faire, c'est y au carré. N'est-ce pas? Seulement, ici, il faut faire attention. Dans une de nos vidéos, nous avons montré comment faire une transformation quadratique, mais non pas sur la réponse, mais plutôt sur la variable prédictive x. Voilà, pour le deuxième modèle, nous utilisons -1 pour la valeur de lambda, mais si votre modèle est sensible aux variations, utilisez la valeur exacte que vous avez trouvée avec la méthode Box-Cox. Ici, utiliser -1 simplifie et facilite l'interprétation de notre modèle. Ainsi, puisque lambda égale à -1, donc y à la puissance -1, ce n'est rien d'autre que 1 sur y. Maintenant, notre variable réponse sera 1 sur le prix, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit tantôt, si vous avez un modèle qui est très sensible aux variations ou bien aux petites variations, il serait mieux d'utiliser en fait la valeur exacte de lambda et ne pas faire l'arrondi ici. Alright. Donc ici, nous avons le résumé de notre modèle qui est là. Comme nous le voyons ici, nous avons ici notre intercept. Ici, nous avons notre pente. Donc, si on regarde les valeurs P ici, de 10 puissance moins 16, donc c'est presque 0. Cela indique qu'en fait, les coefficients ordonnés à l'origine et pente sont statistiquement significatifs. Vous pouvez aussi voir en fait les 3 étoiles là qui signifient plus ou moins la même chose. Donc, ici, nous avons l'erreur standard, OK? Et puis, ici, nous avons ici le coefficient R square, ou bien R au carré. Je pense que c'est l'essentiel du résumé. Si vous voulez voir le code, bon, ça, on sait comment faire déjà. Il suffit tout simplement d'appliquer en fait la transformation 1 sur le prix. Là, vous construisez votre modèle comme d'habitude. Attention maintenant, la variable réponse, c'est la variable transformée que nous avons ajoutée ici. OK, c'est 1 sur le prix. Donc, notre jeu de données reste le même jeu de données puisque nous avons ajouté la variable transformée y transform. Et puis le reste, on connaît comment faire cela. Il suffit d'afficher votre résumé de votre modèle en utilisant bien sûr la fonction summary. Voilà, maintenant passons à la vérification du modèle 2. Une fois le modèle 2 construit avec la transformation y transform égale 1 sur y, il est essentiel de procéder à une série de vérifications pour évaluer la qualité statistique du modèle et la conformité aux hypothèses de base de la régression linéaire. Commençons d'abord par la linéarité. Donc, le liage de points entre la variable prédictive, ici le kilométrage, et la nouvelle variable réponse transformée indique si la relation demeure linéaire après transformation. Une tendance rectiligne bien marquée dans ce graphique confirme que le lien linéaire est respecté, ce qui est une condition fondamentale pour la validité du modèle. Pour l'homocédasticité, le graphique des résidus permet d'examiner la constance de la variance des erreurs. Dans le cas du modèle 2, si les résidus apparaissent répartis de manière homogène, autour de 0 bien sûr, sans forme particulière ni entonnoir, cela suggère que l'hypothèse de variance constante ou bien homocédasticité est mieux satisfaite que dans le modèle précédent. Pour ce qui concerne l'indépendance des erreurs ou bien plus particulièrement l'absence de corrélation,
la vérification formelle de l'indépendance des erreurs est plus difficile à établir. Nous l'avions déjà dit dans les vidéos précédentes. Mais pour une étude observationnelle, un bon indicateur visuel peut être obtenu par l'examen du graphe des résidus. Si les résidus semblent distribués aléatoirement sans motif récurrent, c'est-à-dire oscillation, cycle ou bien autocorrélation visuelle, cela constitue un bon proxy pour une erreur non corrélée, renforçant ainsi l'idée que les résidus sont indépendants. Ces vérifications confirment si le modèle 2 est statistiquement plus robuste que le modèle initial, notamment en ce qui concerne la conformité aux principales hypothèses de la régression linéaire. Une amélioration sur ces trois axes renforcerait sa validité. Donc ici, nous allons passer directement maintenant aux observations pour le modèle 2. Nous allons commencer par les résidus du modèle 2 que vous voyez ici, par exemple, sur ce graphique-là. C'est bien sûr le graphique à droite, donc residual plot, donc c'est le KB. Donc ici, on voit que les résidus du modèle 2 sont visiblement plus dispersés comparés aux résidus du modèle 1. Bien sûr, en matière d'homocédasticité. Je pense qu'on peut le voir si on compare ce résidu-là par rapport aux résidus que nous avions déjà avant ici. Vous voyez qu'ici, nous avons la forme d'un entonnoir. Donc, il n'y a pas une dispersion aléatoire au niveau de la ligne 0. Alors qu'ici, on le voit très bien, c'est plus dispersé, n'est-ce pas? Maintenant, si on passe au nuage de points entre km ou bien kilomètre et maintenant la variable transformée, là vous voyez qu'il y a une erreur, j'ai mis price, mais en réalité c'est pas price, c'est normalement on sur le prix. Hein? Je pense que vous avez compris cela. Très bien. Donc ici on voit que le nuage de points montre une relation linéaire plus nette. Si on le compare avec le graphique avant la transformation, je pense que là aussi, au lieu de défiler en haut, on peut juste aller cliquer sur le lien ici. Ça, c'est avant transformation. Vous voyez que nous avons ce graphique-là qui est là, comparé à ce que nous avons ici maintenant. Comparé à ce que nous avons ici maintenant. Ceci est beaucoup plus net. Bien sûr, pour la linéarité. D'autres améliorations notoires. Par exemple, si on regarde le coefficient de corrélation entre la variable prédictive Km et puis la variable réponse transformée. Donc, il y a une légère amélioration et on voit que le coefficient de corrélation devient positif. Donc, ça, c'est le modèle 1, ça, c'est le modèle 2. Pour le coefficient de corrélation, avant transformation, on avait moins 0,62, maintenant, on a 0,64. Bon, ce qui est important, ce n'est pas les signes, mais bon, le plus important, c'est en fait la valeur absolue. Donc, ici, on voit nettement qu'il y a une légère amélioration par rapport au modèle 1. Et de la même façon, on voit très bien que le coefficient de détermination aussi est passé de 38% à 41%. Ainsi, la puissance explicative du modèle progresse aussi, bien qu'il reste relativement faible. Donc, ces résultats suggèrent que le modèle gagne en robustesse, mais pourrait être nettement amélioré par l'ajout de variables explicatives supplémentaires dans un modèle de régression linéaire multiple. Mais pour l'instant, nous nous arrêtons à la régression linéaire simple pour asseoir les bases et après, nous passerons ultérieurement à la régression linéaire multiple. Voilà, maintenant nous allons passer à la vérification de l'hypothèse de normalité des résidus. Afin d'évaluer si les résidus du modèle suivent une distribution normale, deux outils complémentaires peuvent être utilisés. Un histogramme et un quantile plot, ou bien QQ plot. L'histogramme des résidus
permet une évaluation visuelle immédiate. Pour que les résidus puissent être considérés comme approximativement normaux, le graphique doit satisfaire 3 critères essentiels. Premier critère, symétrie autour de 0. Les fréquences doivent être distribuées de manière équilibrée à gauche et à droite. Deuxième critère, unimodalité. Une seule bosse au centre, sans pic multiple. Troisième critère, absence de trou, aucune zone vide ou intervalle sans données. Deuxième outil de diagnostic, le QQ-plot. Le QQ-plot compare les résidus observés au quantile théorique d'une distribution normale. Si les points s'alignent près d'une droite diagonale, cela indique une bonne conformité à la normalité. Cependant, certains défauts doivent être surveillés. Des déviations marquées par rapport à la diagonale, notamment aux extrémités, indiquent des queues de distribution. Une bimodalité apparente avec des regroupements de points qui s'éloignent au centre signale la présence de plusieurs centres. La normalité des résidus est une hypothèse clé dans les modèles linéaires, surtout lorsqu'on utilise des méthodes de test ou de construction d'intervalles de confiance. Voilà, maintenant nous allons voir les principales déviations que nous pouvons avoir concernant la normalité. Donc ici, on a plusieurs exemples de QQ-plot que vous pouvez avoir depuis le site Stats Stack Exchange. Voilà, nous allons essayer de voir les différents types de distribution pour les graphiques QQ-plot. Donc, nous voyons ici en fait le premier cas. Ici, nous avons ce qu'on appelle light-tailed distribution. Okay? Dans ce cas de figure-là, les points se rapprochent du centre, mais s'éloignent de la ligne diagonale aux extrémités. Vous voyez qu'ici au centre, on a presque tous les points qui sont sur la diagonale, mais quand on regarde, par exemple, les extrémités inférieures et supérieures, c'est comme si, en fait, il y a une déviation de la diagonale. Dans ce cas de figure-là, nous appelons cette distribution-là une déviation de type light-tailed. La deuxième déviation, c'est de type left skew. Dans ce cas de figure-là, les points s'éloignent vers le bas, à gauche du graphique. Les valeurs sont concentrées à droite, donc avec une queue allongée vers la gauche, d'où le nom left skew. Donc il y a une queue vers la gauche et le reste des données sont vers la droite. Ceci indique une distribution asymétrique à gauche. C'est pourquoi nous l'appelons left skew. Le troisième cas, donc au milieu, le premier graphique, vous voyez qu'ici tous les points sont sur la diagonale, donc c'est une distribution qui est parfaitement normale. Après, le quatrième cas que nous voyons ici, c'est quand nous avons une bimodalité. Donc, dans ce cas de figure-là, les points dévient dans les deux directions, aussi bien à gauche et à droite. Okay? Souvent, avec des courbures ou bien des vagues. Cela suggère la présence de deux centres ou bien de deux modes dans la distribution, d'où le nom bimodalité. N'est-ce pas? Et puis, il y a le cinquième cas, donc heavy-tailed distribution. Voilà, dans ce cas-là, les points suivent bien la diagonale au centre, mais s'éloignent fortement en queue. Donc, vous le voyez très bien, au milieu, c'est comme si on est sur la diagonale, mais après, il y a de fortes déviations. Maintenant, dans ce cas de figure-là, les déviations sont fortes. C'est pas comme, en fait, ce qu'on appelle light-tailed. Light-tailed, les déviations existent au queue, mais c'est très faible, alors qu'ici, les déviations sont beaucoup plus marquées. Donc, c'est pourquoi on appelle cela heavy-tailed ou bien des queues épaisses. Comme nous l'avons tantôt dit, les points suivent bien la diagonale au centre, mais s'éloignent fortement en queue. Cela révèle la présence de valeurs extrêmes fréquentes ou bien des queues épaisses. Ceci est typique des distributions de Cauchy ou bien des distributions de type T à faible degré de liberté. Nous verrons la signification de ces distributions-là lorsque nous aborderons la modélisation bayésienne. Pour l'instant, tout ce que nous faisons, c'est des modélisations classiques. Très bien. Et
Je pense que nous allons finir avec la dernière déviation ou bien le dernier type de QQ-plot, c'est right skew. Donc, ici, vous voyez, les points s'éloignent vers le haut à droite. C'est pourquoi on l'appelle right skew. Les valeurs sont concentrées à gauche, avec une queue allongée vers la droite. Donc, c'est pourquoi on l'appelle right skew, parce que la queue est vers la droite. Ceci indique une distribution asymétrique à droite, donc right skew. Voilà, tous ces motifs-là sur le QQ-plot nous aident à diagnostiquer la normalité ou bien la non-normalité des résidus ou bien des données, orientant ainsi, dans le cas où il y a une non-normalité, vers des transformations ou bien des modèles alternatifs. Voilà plus de détails sur certaines distributions. Par exemple, pour une distribution normale, là, nous voyons en bleu l'histogramme et à droite, nous voyons en fait le QQ-plot. Donc, on voit très bien que en fait, les points sont presque alignés sur la diagonale. Pour la distribution qui est en jaune, donc c'est right skew data. Donc là, on voit très bien qu'il y a une queue vers la droite et on voit une concentration des données vers la gauche. Ok, on voit à gauche l'histogramme et puis on voit à droite en jaune le QQ-plot. Donc vous voyez très bien qu'il y a une déviation des points par rapport à la diagonale sur la droite. Donc right skewed data. Et pour la distribution qui est en vert, left skewed data, on voit qu'en fait on a une queue, on le voit ici sur le QQ-plot, les points de vie de la diagonale et sont en bas, ok? On voit que le reste de la distribution est bien sûr la diagonale parce qu'on voit une concentration en fait des données vers la droite et on voit que la queue est vers la gauche. Donc c'est les données qui sont en vert. Vous pouvez trouver ces exemples-là dans le site web learnbyexample.org. Je pense qu'en fait, ceci vous permettra de comprendre plus ou moins les différents types de QQ-plot. Voilà, une fois que nous avons fini de voir les différents types de distribution et comment examiner ou bien diagnostiquer la normalité des données, on peut maintenant voir effectivement quelles sont les bibliothèques R qu'on peut utiliser pour faire les tests de normalité. Pour examiner l'hypothèse de normalité des résidus du modèle 2, deux librairies R peuvent être utilisées. La première librairie, c'est ggplot, qui offre une visualisation élégante. Elle permet notamment de générer des histogrammes et des QQ-plots esthétiques utiles pour évaluer la distribution des résidus. Aussi, on peut utiliser la librairie CAR. En plus des outils graphiques classiques, CAR fournit des fonctions comme QQ-plot qui mettent en évidence visuellement les points extrêmes et facilitent l'identification des résidus atypiques. Comme nous le voyons ici sur notre écran, l'évaluation graphique des résidus du modèle 2 révèle des signes encourageants. Donc, si nous regardons ici notre histogramme, l'histogramme présente une distribution globalement symétrique avec une forme proche d'une cloche, ce qui suggère une conformité acceptable à la normalité. Et quand nous regardons notre QQ-plot, donc le QQ-plot indique, comme nous le voyons sur notre graphique, quelques déviations légères. Donc on peut le voir ici. Donc si vous regardez en haut, à droite, il y a une petite déviation de la diagonale. Et si vous regardez aussi le graphique du QQ-plot, en bas à gauche, il y a aussi une petite déviation de la diagonale. Mais ces déviations-là ne sont pas alarmantes. Cela confirme que la transformation de la variable réponse a permis d'améliorer la structure du modèle. Toutefois,
Le QQ-plot obtenu avec la librairie CAR signale la présence de points potentiellement aberrants, c'est-à-dire des résidus qui sont particulièrement éloignés des valeurs attendues. Donc, comme je le disais, vous pouvez utiliser deux librairies. Vous pouvez utiliser soit ggplot, hein, si c'est l'élégance de vos graphiques qui vous préoccupe. Maintenant, pour faire une analyse beaucoup plus poussée aussi, on peut utiliser tout simplement la bibliothèque ou bien la librairie CAR avec la fonction QQplot qui vous permet aussi de voir les points qui ont des résidus qui sont éloignés des valeurs attendues. Donc, peut-être ce sont des valeurs aberrantes potentielles. OK? Donc, voilà notre premier test qui est là. Ce test-là est fait avec la bibliothèque ou bien la librairie ggplot2. Donc, je vais vous montrer rapidement le code. Bon, il n'y a rien de spécial. Hein. Nous l'avons déjà fait dans le passé, je pense. Donc, voilà notre histogramme. Mais avant de construire notre histogramme, on va créer ici un jeu de données, data frame, et puis, bien sûr, c'est les résidus, donc residuals. Et pour créer, en fait, les données, on appelle la fonction résiduelle. Et bien sûr, ce sont les résiduels de notre modèle 2. Une fois que nous avons notre jeu de données, ici, M2 resdf pour dire, pour le modèle 2, les résidus sous forme de jeu de données. Une fois qu'on a le jeu de données, maintenant, nous utilisons la fonction ggplot. Et bon, là, on fait référence à notre jeu de données. Si l'axe des X, c'est bien sûr les résidus. Et bon, il y a des choses que vous pouvez ajuster comme vous voulez. Hein. Par exemple, ici, on a 20 bins. Et puis, ici, pour la couleur, cyan. Et puis, bon, ça, c'est la couleur de remplissage, bien sûr. Et ça, c'est la couleur de contour pour les barres, etc. Bon, ici, vous avez le titre, etc., etc. Donc, voilà. Donc, vous pouvez regarder le code pour, ou bien, si vous voulez, regarder la documentation pour en savoir plus sur ceci. Et pour le QQplot, c'est à peu près la même chose. Donc, la seule chose qu'il faut ajouter, c'est en fait l'épaisseur. Ici, on a choisi 1.25. Et pour la couleur, au lieu de cyan 3, on a choisi cyan 4, etc. Donc, bon, le code n'est pas très compliqué. Comment ajuster en fait vos paramètres? Là aussi, il vous suffit tout simplement de regarder la documentation de ggplot pour en savoir plus. Revenons à notre analyse. Nous l'avons tantôt dit, vous pouvez utiliser ggplot, mais vous pouvez aussi utiliser la bibliothèque ou bien la librairie CAR avec QQplot. Et pour ce faire, je pense que ce que nous avons fait ici, je vais vous montrer en fait le code. C'est plus ou moins la même chose, sauf que, comme vous allez voir, ici, je suis allé plus rapidement. Ici, vous utilisez tout simplement la fonction hist pour l'histogramme et vous pouvez utiliser la fonction QQplot pour, bien sûr, le QQplot. Et comme je le disais tantôt, ici, vous regardez, il n'y a pas un focus sur les valeurs aberrantes, mais vous voyez qu'en fait, les graphiques sont très élégants. Pour la librairie CAR, les graphiques sont moins élégants, mais ce qui nous intéresse le plus ici, c'est en fait, ici vous voyez qu'en fait, il y a le point 1264 et le point 1271. En réalité, c'est en fait les numéros de ligne correspondant à ces points-là. Ici, par exemple, la fonction QQplot nous dit qu'il faudra jeter un coup d'œil sur ces points-là. Peut-être que c'est des points qui sont plus ou moins spéciaux. Donc, une analyse beaucoup plus rigoureuse doit être faite pour voir si ces points-là sont réellement ou pas des valeurs aberrantes. Donc, en pratique, ces observations extrêmes mériteraient une analyse rigoureuse, donc vérification des erreurs de saisie, par exemple, ou bien des cas particuliers, ou bien des caractéristiques atypiques du véhicule. Si ce sont de véritables outliers ou bien valeurs aberrantes, donc ces points-là doivent être traités adéquatement pour éviter de fausser en fait les conclusions du modèle. Pour approfondir cette thématique, vous pouvez consulter les vidéos 9, 10 et 11 qui sont déjà consacrées aux méthodes de détection et de gestion des valeurs aberrantes. Dans cette démonstration-là, nous nous contenterons d'une investigation rapide sans entrer dans une étude approfondie afin de maintenir
le rythme de l'analyse. Voilà, maintenant nous allons prêter une attention particulière aux lignes 1211 et 1264 qui ont des points avec des résidus extrêmes. Dans le cadre d'une investigation rapide, nous avons analysé les observations 1211 et 1264 identifiées comme présentant des résidus particulièrement élevés dans le modèle 2. Maintenant, nous allons passer par deux étapes. Donc, la première étape, c'est de faire ce qu'on appelle des statistiques générales. Les statistiques résumées sur l'âge, le kilométrage et le prix des véhicules offrent une vision d'ensemble des tendances du marché des véhicules d'occasion. En général, les véhicules affichant un prix autour de 6 000 à 7 000 euros présentent un kilométrage relativement élevé, traduisant une certaine usure. Cela se comprend. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons la table 4, donc M2 Stat, qui nous donne en fait les tendances générales. Donc, c'est très simple. Je vais montrer le code. Pour l'instant, bon, ça c'est pour la suite de l'analyse. On a défini ici une variable row to check pour dire on va investiguer en fait ces lignes-là, et puis colonne to check, c'est pour sélectionner en fait les variables qui nous intéressent. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons choisi l'âge, le kilométrage et puis le prix. Et puis, bon, ça c'est pour la suite, comme je l'ai dit. Après, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âge est en mois et puis que le prix est en euros. Pour avoir les statistiques générales, exactement, donc il faut utiliser en fait la fonction summary. Ici, nous passons notre jeu de données. Comme vous le voyez ici, on a mis tout simplement une virgule pour dire qu'il faut sélectionner toutes les lignes. Et après, maintenant, on ne veut pas sélectionner toutes les colonnes parce qu'il y a plusieurs variables. On a juste en fait créé un masque pour sélectionner les variables qui nous intéressent. Donc, les variables qui nous intéressent sont colonne to check, ou bien l'âge, kilomètre, et puis le prix. Et une fois qu'on appelle la fonction summary sur le jeu de données avec toutes les lignes et les colonnes qui nous intéressent, vous aurez en fait cette vision d'ensemble des données. Quand vous regardez en fait des véhicules qui sont autour de 6 000 et 7 000 euros, on se rend compte qu'en fait c'est des véhicules qui ont une certaine usure. Ça aussi, on peut le voir. Je vais vous montrer par exemple ici, par exemple. Là, nous avons des véhicules qui sont autour de 6 950. Vous allez voir pourquoi 6 950 est une valeur intéressante. Et vous voyez que si vous regardez en fait le kilométrage, c'est vraiment en fait un kilométrage très élevé, d'où l'usure de ces véhicules-là. Je pense qu'aussi il y a les véhicules qui sont autour de 6 000 euros, donc 5 950. Et pourquoi 5 950? Là aussi, nous verrons particulièrement pourquoi cette valeur-là. Là encore, vous voyez qu'en fait, c'est des véhicules d'une certaine usure. La première étape, c'était dessiner en fait ici une tendance générale sur laquelle on va se baser pour voir les points qui sont particulièrement élevés du point de vue des résidus. Maintenant, on va aller voir exactement ces points-là qui ont des résidus élevés. Donc, l'étape numéro 2, c'est de comparer en fait les valeurs de ces points-là avec la tendance générale. Donc, pour la ligne 1264, donc 1264, la ligne qui est là, vous voyez qu'en fait l'âge c'est 72 mois, mais le kilométrage c'est 1 kilomètre. Regardez bien le problème. Ok? Ce véhicule-là a 76 mois, mais son kilométrage est très faible. Et voilà le prix que nous avons pour ce véhicule-là. De la même façon, pour l'autre valeur, l'âge c'est 69 mois, mais son kilométrage est de 53 809. OK? Donc, on fait cette première section-là pour voir quelles sont les valeurs exactes pour la ligne 1264 et la ligne 1211. Là aussi, le code est très simple. Bon, là, je vais utiliser la bibliothèque Night avec la fonction table. Et là, vous faites votre jeu de données, row to check, colonne to check. Donc, c'est les deux points-là qui nous intéressaient, mais plus particulièrement avec les trois colonnes, âge, kilomètre et puis prix. Et on a ce tableau-là. Maintenant, une fois qu'on a ce tableau-là, on va s'intéresser, là, on le voit, les deux valeurs pour le prix, 6 950 et 5 950.
Donc, 6950, c'est pour la ligne 1264 et 5950, c'était pour la ligne 1211. N'oubliez pas, c'est les deux lignes-là qui avaient en fait des valeurs suspectes. Très bien, maintenant on va pousser l'analyse. Ici, pour le prix 6950, donc la ligne 1264, regardez ce qui se passe. On va comparer en fait ce prix-là avec tous les autres véhicules qui ont le même prix. Maintenant, ici, on voit qu'en fait, le véhicule est vendu à 6950, mais son kilométrage est de 1 km. Je pense qu'on peut le voir quelque part. Voilà, le kilométrage est à 1 km. Seulement. C'est une valeur qui est étonnamment faible pour ce niveau de prix. Donc, la plupart des véhicules vendus à ce tarif-là ont parcouru plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Maintenant, pourquoi ce véhicule-là, qui a un kilométrage qui est seulement égal à 1 km, est vendu à ce prix-là? Maintenant, on va passer au deuxième point. Donc, c'était la ligne 1211 exactement. Le véhicule est vendu à 5950. Son kilométrage est de 53 809 km. Cependant, d'autres véhicules dans cette fourchette de prix ont souvent des kilométrages encore bien supérieurs. Vous pouvez regarder ici, par exemple, on a 194 000, etc. Ce qui rend cette observation aussi suspecte également. N'est-ce pas? Donc, une conclusion provisoire que nous pouvons tirer, c'est que ces constats aident à comprendre pourquoi les lignes 1211 et 1264 ont été signalées par le modèle comme atypiques. Bien sûr, comme mentionné précédemment, une analyse rigoureuse serait nécessaire pour confirmer s'il s'agit de valeurs aberrantes, donc erreur de saisie, exception commerciale, modèle particulier, etc., etc. Mais cette exploration rapide déjà offre une piste de compréhension sur les écarts importants entre les observations et le reste des données. Donc voilà, finalement nous allons conclure cette présentation. Au terme de cette exploration, nous avons mis en évidence les limites du modèle linéaire simple M1 lorsque l'hypothèse de variance constante des résidus est violée. Cette situation a conduit à l'application d'une transformation de la variable réponse via la méthode de Box-Cox avec une simplification suggérant un modèle M2 basé sur 1 sur Y. Donc, grâce à cette démarche, plusieurs améliorations ont été observées, ou bien, si vous voulez noter, une meilleure homogénéité des résidus et une relation plus linéaire entre les variables après transformation. On a aussi une légère augmentation du pouvoir explicatif et du coefficient de corrélation, bien que ce dernier reste encore modeste. Nous avons aussi une meilleure conformité à l'hypothèse de normalité des résidus, même si nous n'avions pas testé cette hypothèse-là pour M1, mais bon, nous le considérons, appuyé par les graphiques obtenus avec les librairies ggplot2 et puis la bibliothèque CAR. De plus, nous avons fait une analyse rapide exploratoire des points aux résidus extrêmes, donc lignes 1211 et 1264, et ceci a permis d'entrevoir des explications possibles renforçant l'intérêt de cette étape dans la validation de notre modèle. En somme, cette présentation illustre l'importance de 1. Tester rigoureusement les hypothèses du modèle, 2. D'envisager des transformations appropriées en cas de violation. Ici, nous avons appliqué les transformations de Box-Cox. Et puis, 3. De compléter l'analyse par un examen critique des valeurs aberrantes. Ça aussi, nous avons parlé de ça dans les vidéos 9, 10 et 11. Donc ainsi, la suite logique serait de s'orienter vers un modèle de régression multiple intégrant plusieurs variables explicatives pour améliorer significativement la performance prédictive de votre modèle. Donc ainsi s'achève cette présentation. Nous vous invitons à vous abonner et à soutenir la chaîne. Merci et à bientôt pour la suite.